Bienvenue sur la chaîne World's Undercurrents. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires familiales les plus puissantes et controversées de l'histoire moderne. L'histoire des Rothschild, une famille qui est montée d'un petit ghetto juif de Francfort pour devenir l'une des dynasties bancaires les plus influentes que le monde ait jamais vues. Depuis plus de 200 ans, leur nom a été associé à une immense richesse, une influence politique majeure, d'énormes opérations financières et d'innombrables théories du complot. Vous regardez World's Undercurrents. Dans cet épisode, nous examinerons la véritable histoire documentée de la famille Rothschild, basée sur des archives et des records historiques. Étaient-ils les dirigeants secrets du monde ou simplement les plus grands banquiers de l'histoire? Préparez-vous à un voyage très détaillé et approfondi. Commençons. Les Rothschild, dirigeants secrets du monde ou les plus grands banquiers de l'histoire. Chapitre 1. Introduction. Trésor de Linz et les confiscations nazies. Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, dans la ville autrichienne de Linz, ville natale d'Adolf Hitler, les nazis ont développé des plans ambitieux pour ouvrir un monumental Feuermuseum. Celui-ci était destiné à être bien plus qu'un simple musée. Il était conçu comme un grand symbole de la suprématie culturelle nazie, avec d'extensives galeries, une bibliothèque et un théâtre. La base de sa collection devait consister en des milliers de chefs-d'œuvre et d'objets inestimables confisqués aux familles les plus riches à travers l'Europe. Parmi les victimes les plus importantes figuraient les Rothschild, dont les palais à Vienne et à Paris abritaient des œuvres exceptionnelles de Rembrandt, Rubens, Titien, Vermeer et de nombreux autres maîtres. Les agents nazis de l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ERR, avec une commission spéciale dirigée par Hans Poss, ont saisi systématiquement des peintures, des sculptures, des tapisseries, des bijoux et des manuscrits rares des résidences Rothschild. De la branche française de la famille seule, plus de 5000 objets d'art ont été pris. De nombreux items ont été catalogués avec le code R pour Rothschild et redirigés soit vers Linz, soit vers la collection privée d'Hermann Göring. Hitler a pris un intérêt personnel dans la sélection des pièces pour le musée prévu. En 1940, il a reçu 53 chefs-d'œuvre des collections Rothschild de Paris, incluant l'Astronome de Vermeer des Holding d'Edouard de Rothschild. Le projet Führermuseum envisageait non seulement des peintures, mais aussi des livres rares, des manuscrits monastiques et des œuvres modernes sélectionnées, bien que l'art dit dégénéré ait souvent été détruit ou vendu. Les confiscations ont commencé juste après l'Anschluss de l'Autriche en mars 1938 et se sont intensifiées à travers l'Europe occupée. Des palais viennois seuls, plus de 3000 items ont été saisis et beaucoup étaient destinés au Führermuseum prévu à Linz ou au holding personnel de Göring. La famille a perdu des palais, des banques et des collections irremplaçables. Malgré ces coups sévères, la dynastie a enduré et a plus tard récupéré des portions de son héritage grâce aux efforts de restitution d'après-guerre. De nombreuses œuvres d'art ont été récupérées des cachettes nazies, telles que les mines de sel à Altauser, bien que certaines pièces soient restées dans des musées d'État pendant des décennies et aient fait l'objet de négociations prolongées. Des portions des collections ont ensuite été retournées ou données à des institutions telles que le Museum of Fine Arts à Boston. En 1998, plus de 200 œuvres d'art ont été retournées aux héritiers Rothschild par le gouvernement autrichien et vendues aux enchères chez Christie's à Londres en 1999. L'ER a soigneusement enregistré ses réalisations, en partie pour contrôler son butin d'art, mais aussi pour justifier ses activités. Les collections Rothschild ont été marquées avec des codes spécifiques et des milliers d'objets ont été catalogués en détail. Le pillage a affecté plusieurs branches. Les Rothschild autrichiens ont perdu de vastes holdings à Vienne, tandis que la branche française a subi la confiscation de milliers de peintures, dessins et arts décoratifs,
des résidences à Paris et ailleurs. La restitution d'après-guerre a impliqué les forces alliées découvrant des œuvres d'art pillées dans divers dépôts, avec certaines œuvres rapatriées en France, puis retournées aux membres de la famille. Cependant, de nombreuses pièces ont pris des décennies à résoudre, et certaines restent dans des collections publiques où ont fait l'objet d'une compensation plutôt que d'un retour physique. L'échelle de la perte a mis en évidence la vulnérabilité même des familles les plus riches pendant l'ère nazie. Pourtant, la capacité des Rothschild à survivre et à reconstruire a démontré leur résilience. Les nazis ont saisi des millions de dollars d'objets précieux et d'art chez les Rothschild en France. La plupart n'ont jamais été retournés en totalité, bien que des efforts significatifs de restitution aient eu lieu dans la période d'après-guerre. Les collections d'art de la famille étaient parmi les plus fines en Europe, reflétant leur goût raffiné, connu comme le goût Rothschild. Les palais à Vienne et à Paris abritaient des milliers d'œuvres qui ont ensuite été ciblées par les nazis. Leur patronage s'est étendu à la science, à l'horticulture et aux institutions publiques. Les efforts philanthropiques incluaient le soutien au soulagement de la famine en Irlande et en Écosse, à travers la British Relief Association en 1847. Les contributions de la famille aux musées, universités et projets culturels ont laissé une marque durable sur l'héritage européen. Le pillage nazi de la Rothschild était extensif, avec des milliers de pièces confisquées et marquées avec des codes R. La restitution d'après-guerre a impliqué des négociations complexes, avec certaines œuvres retournées aux héritiers et d'autres restant dans des collections publiques ou faisant l'objet d'une compensation. L'échelle de la perte et les efforts de la famille pour récupérer leur héritage mettent en lumière l'impact humain et culturel de la guerre sur la dynastie. Chapitre 2. Mayer-Amschel. Du ghetto au sommet de la finance européenne. Les origines de cette histoire remarquable remontent au milieu du XVIIIe siècle, à Francfort-sur-le-Main, dans le quartier juif étroitement confiné, appelé la Judengasse. La vie pour les Juifs, à cette époque, était lourdement restreinte par la loi. Les portes du ghetto étaient verrouillées la nuit. Le mouvement était limité à pas plus de 2 personnes de front, et les occupations permises étaient largement confinées au change de monnaie, aux petits commerces et aux activités connexes. Mayer Amschel Rothschild est né le 23 février 1744 dans la famille d'Amschel Moses Rothschild, un modeste marchand de biens et changeur de monnaie. Le nom de famille dérivait du signe ancestral de la maison Zumrothenschild au bouclier rouge, un emblème de bouclier rouge qui pendait au-dessus de la boutique. Quand Mayer avait environ 12 ans, son père est mort, et le garçon a été envoyé en apprentissage chez la firme bancaire Oppenheimer, à Hanovre. Là, il a maîtrisé des compétences essentielles, détecter les pièces contrefaites, calculer les taux de change précis et maintenir des registres financiers méticuleux. En retournant à Francfort autour de 1763-1764, Mayer a relancé l'affaire modeste de son père et a cultivé un profond intérêt pour la collection de pièces et médailles anciennes rares. Cette poursuite savante a servi de point d'entrée dans les cercles d'élite. Il a gagné l'attention et le patronage du prince héritier Wilhelm de Hesse, qui est devenu plus tard Wilhelm IX, landgrave et électeur de Hesse-Cassel, l'un des aristocrates les plus riches d'Europe. Wilhelm avait précédemment soutenu le père de Mayer. En 1769, Mayer a été nommé Kurfaktor ou Hofjude, un agent financier officiel responsable d'améliorer la richesse du prince. En 1770, il a épousé Gutle Schnapper, reçu une dot et établi son propre bureau de change. Alors que la révolution industrielle britannique s'accélérait, Mayer a stratégiquement envoyé son fils aîné Nathan à Manchester et plus tard à Londres pour gérer les fournitures de textiles et de matières premières pour le marché britannique en expansion. La Révolution française de 1789 et les guerres napoléoniennes qui ont suivi
ont dramatiquement accéléré l'ascension de la famille. Quand Wilhelm IX a fui au Danemark, puis en Angleterre au milieu des conflits, il a confié à Meyer la supervision de ses fortunes substantielles en or et en lettres de change. Les Rothschild sont devenus impliqués dans le trafic d'or à travers la Manche, achetant du lingot à des taux favorables en Angleterre et le transportant en France, où ils réalisaient des profits significatifs en encaissant les billets associés. En 1810, Meyer a officiellement fondé la firme Mayer Amschel Rothschild & Sons. Sur son lit de mort, le 19 septembre 1812, il a préparé un testament détaillé qui servirait de code durable pour les opérations de la famille à travers les générations. Mayer Amschel a fait bien plus que lancer une seule banque. Il a construit les bases pour un réseau financier international sophistiqué. Ses principes fondamentaux, confiance inébranlable entre partenaires, transmission rapide et précise des renseignements du marché et cohésion familiale étroite, ont permis aux Rothschild de naviguer dans les sévères barrières légales et sociales imposées par les restrictions du ghetto et les réglementations antisémites généralisées. Au moment de son décès, sa fortune accumulée était déjà mesurée en millions, et ses fils étaient prêts à étendre les opérations à travers le continent européen. Les documents préservés dans le Rothschild Archive confirment cette trajectoire en détail. D'une humble boutique marquée par un bouclier rouge dans la Judengasse, surpeuplée à la position de banquier de cour de confiance, obtenue grâce à une construction constante de réputation, à des calculs minutieux et à une innovation stratégique dans les contraintes de l'époque. Le travail précoce de Meyer avec les pièces rares a construit des connexions personnelles qui se sont révélées essentielles quand il a plus tard géré des subventions et des prêts à grande échelle pour les royautés européennes. Son succès a démontré comment une tenue de registre méticuleuse et une connaissance des marchés des devises pouvaient surmonter la discrimination systémique et poser les bases pour l'une des dynasties financières les plus durables de l'histoire. Les leçons de sa vie dans le ghetto ont façonné une philosophie d'affaires centrée sur la fiabilité, la discrétion et la pensée à long terme qui définirait la famille pour des générations. Chapitre 3 « 5 flèches » le code familial et la création du réseau européen. Dans son testament final de 1812, Mayer Amschel Rothschild a posé des règles rigoureuses conçues pour protéger le capital et l'unité de la famille pour des siècles à venir. Les affaires devaient être conduites exclusivement par les descendants masculins, fils et leurs héritiers mâles. La propriété familiale ne devait jamais être divisée entre les branches séparées. Tous les actifs devaient rester dans un pool commun. Les mariages étaient fortement encouragés, uniquement au sein de la famille immédiate ou avec des lignées juives étroitement alliées, minimisant ainsi le risque de dispersion du capital par des unions extérieures. Ces directives ont été formalisées dans le testament de 1812 et renforcées par l'accord de partenariat antérieur de 1810 qui liait les fils ensemble. Les 5 fils de Mayer ont formé les légendaires 5 flèches de la dynastie, un motif plus tard incorporé dans les armoiries de la famille. L'aîné, Amschel Mayer, 1773-1855, est resté à Francfort pour superviser le siège de Régine. Salomon Mayer, 1774-1855, a établi des opérations à Vienne, où il est devenu un financier clé de la cour impériale autrichienne. Nathan Mayer, 1777-1836, s'est installé à Londres et a créé la firme N.M. Rothschild & Sons, qui est devenue une pierre angulaire de la finance britannique. Karl Kallmann Mayer, 1788-1855, s'est rendu à Naples, fournissant des services bancaires aux maisons royales et nobles italiennes. James Jacob Mayer, 1792-1868, a fondé de Rothschild frères à Paris, s'élevant rapidement à la proéminence dans les cercles financiers et politiques français.
L'emblème familial représentait un poing serré tenant 5 flèches, symbolisant une unité incassable et tirée de traditions anciennes, ainsi que du psaume 127. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les enfants de sa jeunesse. Leur devise choisie: Concordia Integritas Industria, Harmonie, Intégrité, Industrie, encapsulait la philosophie directrice. Les frères maintenaient une coordination étroite grâce à un réseau privé de courriers, de cavaliers, de navires et même de pigeons voyageurs, qui livraient souvent des renseignements critiques sur le marché et la politique plus rapidement que les canaux gouvernementaux officiels. Chaque branche accordait des prêts au gouvernement souverain, commerçait de l'or et des obligations d'État, et a collectivement établi ce que les historiens reconnaissent comme le premier véritable réseau bancaire transnational de l'ère moderne. Mayer insistait sur une loyauté et une discipline absolue. Bien que les femmes n'héritaient pas directement du contrôle des affaires, elles jouaient des rôles vitaux dans l'arrangement de mariages stratégiques qui renforçaient les alliances. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la majorité des unions se produisaient entre cousins ou au sein d'un cercle étroit de familles compatibles, préservant le contrôle des actifs. Cette pratique a continué sous une forme modifiée jusqu'au XXe siècle et a aidé les Rothschild à éviter la fragmentation et le déclin qui ont touché de nombreuses maisons bancaires contemporaines. Les archives du Rothschild Archive et les comptes contemporains confirment que les 5 fils fonctionnaient comme un mécanisme unique et hautement synchronisé. Quand une branche faisait face à des pressions du marché ou à une instabilité politique, les autres apportaient un soutien mutuel, assurant une résilience globale pendant les périodes turbulentes. Cette structure a permis à la famille de surmonter les crises économiques et les bouleversements politiques qui ont détruit des entreprises moins cohésives, créant un modèle de continuité des affaires familiales qui reste étudié par les historiens et les spécialistes des affaires à ce jour. Le symbole des 5 flèches est devenu une puissante représentation de la force de la famille à travers l'unité. Chapitre 4. Les guerres napoléoniennes, la commission de Waterloo et l'ascension vers la domination européenne. Les guerres napoléoniennes, qui se sont déroulées de 1803 à 1815, ont présenté aux Rothschild à la fois des risques substantiels et des opportunités sans précédent d'expansion. Nathan Mayer Rothschild, à Londres, a développé l'un des réseaux d'intelligence et de logistique privés les plus efficaces d'Europe. Le gouvernement britannique l'a chargé de financer les campagnes du duc de Wellington en organisant la fourniture de pièces d'or et d'argent nécessaires pour payer les troupes combattant dans la péninsule ibérique et plus tard en France elle-même. Les frères ont coordonné de complexes opérations de contrebande de lingots à travers la Manche, contournant avec succès le blocus continental de Napoléon. De 1813 à 1815, Nathan a joué un rôle déterminant dans le financement de l'effort de guerre britannique en organisant le transport et le transfert de lingots et de fonds de Grande-Bretagne vers les armées de Wellington à travers l'Europe, ainsi que le paiement des subventions financières britanniques à leurs alliés continentaux. En 1815 seulement, les Rothschild ont fourni 9,8 millions de livres sterling en prêt de subvention aux alliés continentaux de la Grande-Bretagne. Le 18 juin 1815, pendant la bataille décisive de Waterloo, Nathan a reçu des rapports sur la défaite de Napoléon, environ 24 heures avant que les courriers officiels du gouvernement britannique n'arrivent à Londres. Une légende ancienne, souvent amplifiée par des critiques ultérieures et des pamphlétaires antisémites, affirme que Nathan a exploité cette information précoce en vendant d'abord des obligations d'État britanniques pour provoquer une panique à la bourse de Londres, puis en les rachetant à bas prix pour réaliser d'énormes profits. Cependant, un examen rigoureux des documents historiques survivants, y compris ceux du Rothschild Archive et des archives du gouvernement britannique, ne révèle aucune preuve concrète d'une manipulation délibérée du marché à l'échelle décrite.
Bien que la famille ait certainement profité de son rôle établi dans le financement de la guerre et des subventions, les gains autour de Waterloo étaient modestes par rapport aux fortunes plus importantes générées par les prêts soutenus à la coalition antinapoléonienne. La première préoccupation de Nathan était de transmettre la nouvelle au gouvernement britannique. La véritable source de la richesse de la famille était la commission sur des transactions gigantesques, telles que la levée de prêts au nom du gouvernement en Europe, qui ont totalisé 1,76 million de livres sterling entre avril et septembre 1815. Seulement, après la guerre, les Rothschild sont devenus les principaux créanciers de l'Europe. Ils ont organisé le financement des paiements de réparation françaises, accordé des prêts au gouvernement de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie, et aidé à stabiliser les économies d'après-guerre. En 1818, les frères ont reçu des titres de noblesse héréditaire de l'empereur autrichien. Leur capital combiné s'est considérablement accru, passant de centaines de milliers à des millions de livres sterling. En 1818, Nathan a arrangé un prêt de 5 millions de livres sterling au gouvernement prussien. Les 5 branches interconnectées à Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples ont créé un système qui se renforçait mutuellement. Les baisses sur un marché pouvaient être compensées par la force des autres. Nathan a joué un rôle pionnier dans le développement et l'émission d'obligations d'État, introduisant des instruments innovants pour la finance internationale à grande échelle. Les conflits ont souligné l'avantage stratégique du réseau familial des Rothschild. Des informations fiables et du capital pouvaient être déplacées avec une plus grande vitesse et sécurité que ce qui était possible pour la plupart des concurrents, ou même certains acteurs étatiques. Dans les années 1820, la famille avait atteint une domination dans les secteurs clés de la Banque européenne, en fournissant des fonds pour des projets d'infrastructure tels que les chemins de fer et les opérations minières, ainsi que des emprunts gouvernementaux continus. Cette période a marqué la transformation des Rothschild de banquiers régionaux en la force financière dominante de l'Europe du XIXe siècle. Chapitre 5. Vin, art, politique et la transaction du canal de Suez. Au-delà de leurs activités bancaires, les Rothschild ont cultivé des réputations de mécènes sophistiqués des arts, de collectionneurs avertis et de figures influentes dans la politique et la culture européenne. À Paris, James de Rothschild a établi une résidence somptueuse rue Laffitte, qui est devenue renommée pour sa remarquable collection de tableaux de maîtres anciens et d'art décoratif. La famille a étendu ses intérêts à la viticulture en acquérant 2 des domaines les plus prestigieux de Bordeaux, Château Laffitte Rothschild en 1868 et Château Mouton Rothschild. Ces propriétés figuraient parmi les 5 plus grands crus classés de la région du Médoc. Une tradition distinctive, associée à Château Mouton Rothschild, a commencé en 1945 sous le baron Philippe de Rothschild. Pour marquer la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, il a commandé à l'artiste Philippe Julian la création d'une étiquette spéciale avec le motif V for Victory, entouré de feuilles de vigne et de laurier. Cette initiative a évolué vers une pratique annuelle consistant à inviter des artistes contemporains renommés à concevoir les étiquettes des vins. Au fil des décennies, les contributeurs ont inclus Georges Braque, Salvador Dali, Joan Miró, Pablo Picasso, Marc Chagall, Henry Moore, César, Andy Warhol et même le prince Charles. Les étiquettes résultantes ont transformé chaque millésime en une œuvre d'art collectionnable, mélangeant les mondes du vin fin et de la haute culture d'une manière qui reste unique dans l'industrie. Dans le domaine de la géopolitique, les Rothschild ont exercé une influence discrète mais significative au cours du XIXe siècle. En 1875, la maison londonienne N.M. Rothschild & Sons a fourni un prêt critique de 4 millions de livres sterling au gouvernement britannique sous le Premier ministre Benjamin Disraeli. Les fonds ont permis l'achat rapide d'un bloc substantiel d'actions du canal de Suez
auprès du khedive d'Égypte financièrement en difficulté. La transaction a été conclue rapidement, apparemment sur la base d'une confiance personnelle entre Disraeli et Lionel de Rothschild, et sans approbation parlementaire immédiate, un arrangement qui a ensuite suscité des critiques de la part d'opposants politiques tels que William Gladstone. Le prêt a été remboursé en quelques mois, assurant à la Grande-Bretagne le contrôle stratégique d'une des routes maritimes commerciales les plus vitales du monde. Cette affaire a mis en évidence la position de confiance de la famille et sa capacité à agir rapidement, façonnant la stratégie impériale britannique au Moyen-Orient et au-delà. La branche française de la famille s'est également profondément impliquée dans de grands projets d'infrastructures et de ressources. Ils ont fourni le financement pour la construction de chemins de fer et aidé à faciliter le transport du pétrole des champs de Bakou en Russie, contribuant au développement des premières chaînes d'approvisionnement énergétique internationales. Pendant ce temps, la famille a construit de magnifiques domaines champêtres, incluant Waddesdon Manor dans le Buckinghamshire, en Angleterre, qui a accueilli des visites de la reine Victoria et a montré le goût raffiné de la famille en architecture et en aménagement paysager. Les Rothschild ont été impliqués dans le financement des gouvernements pendant la guerre de Crimée, 1854-1856, en souscrivant la dette de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche et de la Turquie. Ils ont aussi placé de grands prêts pour la France après la guerre franco-prussienne en 1871 et 1872, connus comme les prêts de libération, qui ont aidé à maintenir le gouvernement français sous Adolphe Thiers au pouvoir. Ces schémas financiers impliquaient l'émission d'obligations d'État, l'organisation de subventions et la gestion d'échanges de devises à grande échelle, générant des commissions et des participations dans diverses entreprises. Leur implication dans ces projets a démontré leur capacité à mobiliser du capital au-delà des frontières et à influencer les résultats politiques par des moyens économiques. Chapitre 6. Tragédie du XXe siècle, Seconde Guerre mondiale et la rançon du baron Louis. Le XXe siècle a testé la famille Rothschild avec des défis et des pertes sans précédent. Pendant la Première Guerre mondiale, différentes branches se sont retrouvées à soutenir des côtés opposés. Les maisons britanniques et françaises soutenant largement les Alliés, tandis que la branche autrichienne s'alignait avec les puissances centrales. Malgré les divisions, les entreprises principales de la famille ont démontré de la résilience et ont réussi à se rétablir pendant l'entre-deux-guerres. Cependant, la montée du régime nazi en Allemagne et l'Anschluss de l'Autriche en 1938 ont apporté des conséquences directes et dévastatrices. Après l'annexion de l'Autriche, les autorités nazies ont ciblé les Rothschild de Vienne avec une intensité particulière. Le baron Louis Nathaniel de Rothschild, chef de la branche autrichienne, a été arrêté à l'aéroport d'Aspern et emprisonné par la Gestapo dans l'hôtel Métropole de Vienne. Il a été détenu plus d'1 an pendant que des négociations pour sa libération avaient lieu. La famille a finalement obtenu sa liberté en mai 2039, en cédant un vaste ensemble d'actifs, incluant des banques, des palais et des portions substantielles de leur collection d'art, dans ce qui a été décrit comme l'une des plus grandes rançons individuelles de l'histoire, s'élevant apparemment à l'équivalent d'environ 21 millions de dollars à l'époque. Louis a ensuite émigré en Suisse. Les forces nazies ont confisqué des milliers d'œuvres d'art et d'objets des propriétés Rothschild à travers l'Autriche et la France occupée. Des palais viennois seuls, plus de 3000 items ont été saisis. La branche française a perdu plusieurs milliers de pièces supplémentaires, incluant de grands tableaux de maîtres anciens. Des membres de la famille ont fui vers la Grande-Bretagne, les États-Unis et des pays neutres, tandis que leurs résidences ont été pillées et, dans certains cas, endommagées ou détruites pendant la guerre. Au milieu de ces tragédies, les engagements philanthropiques antérieurs de la famille en Palestine ont fourni une mesure de continuité et de signification à long terme.
Après la fin de la guerre, les membres survivants de la famille sont retournés en Europe, là où c'était possible, et ont initié des demandes de restitution. De nombreuses œuvres d'art ont été récupérées des cachettes nazies, telles que les mines de sel à Alt-Aussee. Les événements du milieu du XXe siècle ont exposé la vulnérabilité même des fortunes les plus établies face au régime totalitaire. Pourtant, ils ont aussi mis en évidence la capacité de la famille à l'endurance, à l'adaptation et à un engagement philanthropique continu malgré une perturbation profonde. La rançon payée pour Louis et la perte subséquente de milliers d'objets d'art ont souligné le coût humain de l'époque. Les nazis ont saisi des millions de dollars d'objets précieux et d'art chez les Rothschild en France. La plupart n'ont jamais été retournés en totalité, bien que des efforts significatifs de restitution aient eu lieu dans la période d'après-guerre. Chapitre 7. Edmond de Rothschild, Pica et les fondements de l'Israël moderne. Un engagement philanthropique particulièrement notable a été mené par Edmond James de Rothschild, 1845-1934, le plus jeune fils de James. À partir des années 1880, il a fourni un soutien financier étendu aux implantations agricoles juives en Palestine pendant la première Aliyah. Edmond a investi des millions dans l'acquisition de terres, le drainage des marais, la plantation de vignes, la construction d'usines et le développement d'infrastructures dans des colonies telles que Rishon-Lezion, Zichron Yaakov et Rosh Pina. Il a personnellement investi plus de 50 millions de francs, une somme énorme à l'époque, dans les implantations juives. Il a acheté environ 500 km² de terre en terre d'Israël et a établi des dizaines de moshavot, d'usines et de vignobles. Ces efforts ont aidé à établir des communautés agricoles viables et ont posé des bases importantes pour la future implantation juive dans la région. En 1899, la responsabilité des implantations Rothschild a été transférée à la Jewish Colonization Association, ICA. En 1924, la branche de l'ICA, traitant des colonies en Palestine, a été réorganisée par le baron Edmond en Palestine, Jewish Colonization Association, PICA, sous la direction de son fils, James de Rothschild, 1878-1957. PICA a acquis plus de 125 000 acres de terre et a mis en place des entreprises. PICA a continué à acheter des terres et à établir des moshavot, à s'engager dans le reboisement et à créer de nombreuses usines à travers le pays. Les implantations qu'il a soutenues, Rishon-Lezion, Zichron Yaakov, Petah Tikva et bien d'autres, sont devenues l'épine dorsale économique du futur État. Après 1948, le gouvernement israélien a publiquement reconnu que, sans les investissements d'Edmond sur des décennies, le jeune pays aurait rencontré des difficultés bien plus grandes dans ses premières années. Ce chapitre de l'histoire de la famille est documenté dans les archives de la PICA et les archives de l'État israélien. Dans son testament de 1957, James a ordonné que la PICA transfère la majeure partie de ses terres en Israël au Fonds national juif. À la fin du mandat 1948, la PICA possédait une grande proportion des terres appartenant aux Juifs en Palestine. L'implication de la famille en Palestine allait bien au-delà des achats initiaux de terres et incluait le développement économique à travers de nouvelles cultures, des entreprises industrielles et des institutions sociales. Le travail d'Edmond est considéré comme l'un des piliers de la vision sioniste et de l'État d'Israël. Chapitre 8. Financement de la révolution industrielle, chemin de fer, pétrole de bas coût et Grande Guerre. Dans les années 1830 et 1840, les Rothschild sont devenus de grands investisseurs dans la nouvelle industrie ferroviaire. Ils ont financé des lignes en France, en Autriche et en Allemagne, incluant l'importante ligne Nord en France
et la Kaiser Ferdinand Orbán en Autriche. En Russie, ils ont aidé à construire des lignes qui transportaient le pétrole de Bakou. Ces projets n'ont pas seulement généré d'énormes profits, mais ont aussi relié les banques de la famille à travers l'Europe plus étroitement que jamais auparavant. Au milieu du XIXe siècle, les Rothschild contrôlaient ou influençaient des dizaines des plus importantes compagnies de chemin de fer sur le continent, transformant leur empire bancaire en un empire industriel également. Leur implication dans des projets d'infrastructure a aidé à accélérer la révolution industrielle dans plusieurs pays européens. Les Rothschild ont été profondément impliqués dans le financement des gouvernements pendant la guerre de Crimée de 1854-1856, en souscrivant la dette de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche et de la Turquie. Ils ont levé de grandes sommes pour le conflit, démontrant leur capacité à mobiliser du capital à l'échelle internationale. Dans la période post-napoléonienne, la famille a organisé le financement des réparations françaises et a soutenu la restauration des monarchies au Congrès de Vienne. Ils ont placé les deux grands emprunts français, connus comme les prêts de libération, après la défaite de la France contre la Prusse en 1871 et 1872. Alphonse de Rothschild, en tant que chef du syndicat bancaire international, pouvait se vanter que son influence avait maintenu le chef du gouvernement français, Adolphe Thiers, au pouvoir. La famille a financé les deux côtés dans divers conflits, incluant la guerre austro-prussienne et la guerre franco-prussienne, assurant des profits quel que soit le résultat. Ils ont également concurrencé les Rockefellers dans les champs pétrolifères de Bakou et investi dans des opérations minières telles que Rio Tinto et la mine de mercure d'Almaden. Ces schémas financiers impliquaient des obligations d'État, des subventions, des prêts d'infrastructures et des participations, générant des commissions régulières et une influence à long terme dans l'industrie et la politique européenne. Chapitre 9. Le Congrès de Vienne, les prêts d'après-guerre et l'influence politique dans l'Europe du XIXe siècle. Après la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne, 1814-1815, a redessiné la carte de l'Europe. Les Rothschild ont joué un rôle significatif dans le financement du règlement d'après-guerre. Nathan, à Londres, et ses frères ont fourni de grands prêts aux puissances victorieuses pour couvrir les coûts de la guerre et du nouvel ordre politique. Ils ont aidé à financer les réparations françaises et soutenu la restauration des monarchies. Cette période a solidifié la position de la famille en tant que banquier de l'Europe. Les archives montrent que le réseau Rothschild a déplacé des millions en or et en obligations pendant le Congrès, assurant la stabilité du nouvel ordre européen tout en augmentant considérablement leur propre capital et leur influence. La capacité de la famille à fournir un financement rapide a aidé à stabiliser le continent après des années de guerre. Les Rothschild ont exercé une influence sur la politique européenne à travers leurs prêts et leurs relations avec les gouvernements. Ils étaient banquiers des monarques et des gouvernements, constructeurs de grandes demeures et collectionneurs des plus beaux arts. Au XIXe siècle, ils dominaient la finance internationale en Europe. Les interventions politiques de la famille étaient souvent indirectes mais efficaces, telles que le prêt du canal de Suez qui a façonné la stratégie impériale britannique et le financement d'infrastructures qui ont soutenu la croissance industrielle. Ils ont financé des gouvernements des deux côtés dans des conflits, incluant les guerres napoléoniennes, la guerre de Crimée et la guerre franco-prussienne, ce qui leur a permis de maintenir leur influence quel que soit le pouvoir qui prévalait. Leur réseau leur a permis d'agir comme une sixième grande puissance en Europe, au milieu du XIXe siècle. Les Rothschild ont financé des gouvernements pendant la guerre de Crimée, en souscrivant la dette de plusieurs puissances. Après la guerre franco-prussienne, ils ont placé d'importants prêts de libération pour la France, exerçant une influence qui a aidé à stabiliser le gouvernement français. Ces interventions ont été documentées dans les records historiques et ont démontré le rôle de la famille dans la formation de la politique européenne par des moyens économiques.
Chapitre 10. L'Empire Rothschild moderne, Rothschild & Co. et le groupe Edmond de Rothschild. À l'époque contemporaine, les Rothschild maintiennent une présence notable, mais transformée dans la finance globale et la philanthropie. Les branches bancaires britanniques et françaises ont finalement fusionné en Rothschild & Co., tandis que les opérations suisses continuent indépendamment en tant que Edmond de Rothschild Group. Selon les rapports récents, le Edmond de Rothschild Group a géré des actifs approchant 184-200 milliards de francs suisses, soutenus par de forts afflux dans la banque privée et la gestion de patrimoine. Rothschild & Co. a également démontré une croissance dans les services de conseil, la gestion de patrimoine et les fusions-acquisitions. Les évaluations réalistes de la richesse collective de la famille, basées sur les actifs bancaires divulgués, les fiducies et les investissements, placent les avoirs actifs dans les dizaines de milliards de dollars plutôt que dans les centaines de milliards ou les billions parfois allégués dans des comptes sensationnels. Les chiffres précis restent privés, comme c'est typique pour les entreprises familiales de longue date. Rothschild & Co. est l'une des plus grands groupes de conseil financier indépendants au monde, employant des milliers de personnes dans plus de 40 pays. Le groupe opère dans le conseil global, la gestion de patrimoine et d'actifs et la banque d'affaires. Le Edmond de Rothschild Group se concentre sur la banque privée, la gestion d'actifs et le développement durable. La famille continue une longue tradition de philanthropie à travers diverses fondations qui soutiennent l'éducation, la recherche scientifique, les initiatives environnementales, les causes médicales et les institutions culturelles, ainsi que des projets liés à Israël, les armoiries historiques avec 5 flèches et la devise Harmony, Integrity, Industry reste un symbole des valeurs mises en avant par Mayer Amschel il y a plus de 2 siècles. La famille s'est adaptée aux réglementations modernes et aux nationalisations, telles que la nationalisation française de la banque Rothschild en 2081, à partir de laquelle ils ont reconstruit de nouvelles entités en quelques années. Aujourd'hui, leurs entités continuent d'opérer dans le conseil, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs, avec des actifs sous gestion significatifs. Chapitre 11. Théorie du complot, archives historiques et héritage durable de la famille. Des théories du complot persistantes continuent de circuler autour du nom Rothschild. Les accusations de contrôler secrètement les banques centrales, d'orchestrer de grandes guerres ou de faire partie d'un gouvernement mondial caché remontent au moins aux années 1840, lorsque des pamphlets tels que Histoire édifiante et curieuse de Rothschild Ier de 1846 ont commencé à propager des affirmations exagérées ou fabriquées. Beaucoup de ces récits recyclent des tropes antisémites de longue date et ont été minutieusement examinés et réfutés par les historiens. Les banques centrales telles que la Réserve fédérale des États-Unis fonctionnent comme des institutions publiques ou quasi-publiques avec des structures de gouvernance indépendantes de toute famille privée unique. Bien que les Rothschild aient participé à des forums internationaux et maintenu des relations avec des dirigeants politiques et économiques, comme l'ont fait de nombreuses familles éminentes, il n'existe aucune preuve crédible qu'ils exercent un contrôle global sur la finance mondiale ou la géopolitique. Le dossier historique documenté présente un récit plus ancré et impressionnant. Une famille qui s'est élevée des conditions restreintes de la Judengasse de Francfort grâce à un partenariat discipliné, à l'innovation dans la finance transfrontalière et à une adaptation stratégique au paysage politique changeant. Du financement des coalitions pendant l'ère napoléonienne au soutien des projets d'infrastructure et d'implantation qui ont contribué à l'Israël moderne, et de la construction de collections d'art renommées au maintien d'efforts philanthropiques à travers les générations, les Rothschild illustrent le potentiel d'une entreprise familiale fondée sur l'unité et une vision à long terme. Leur histoire offre des leçons durables en matière de résilience,
de coopération et d'application constructive du capital. Des leçons qui continuent de résonner bien au-delà des mythes ou légendes qui se sont attachés à leur nom au fil du temps. Le Rothschild Archive préserve des milliers de documents qui détaillent leur histoire commerciale, leur arbre généalogique, leur collection d'art et leur contribution au développement européen et israélien. L'héritage de la famille comprend non seulement la banque, mais aussi le mécénat culturel, le soutien scientifique et la philanthropie qui ont façonné l'Europe moderne et l'État d'Israël. Leurs interventions étaient réelles et documentées. Financement des guerres et de la paix, construction d'infrastructures, soutien aux implantations et collecte d'art. Les mythes de contrôle secret du monde sont réfutés par les preuves. Les Rothschild restent l'une des plus grandes dynasties bancaires de l'histoire, définie par l'unité, l'innovation et la contribution au progrès. Chapitre 12. Interventions politiques et financières supplémentaires, guerre de Crimée, guerre franco-prussienne et projets d'infrastructure. L'implication des Rothschild dans la politique du XIXe siècle s'est étendue à la guerre de Crimée, où ils ont souscrit la dette de plusieurs puissances, incluant la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Turquie, levant de grandes sommes qui ont aidé à soutenir le conflit. Après la guerre franco-prussienne, ils ont placé d'importants prêts de libération pour la France, exerçant une influence qui a aidé à stabiliser le gouvernement français. Ils ont également financé des chemins de fer à travers l'Europe, des opérations minières et le transport précoce du pétrole de bas coût, démontrant leur rôle à la fois dans le financement de la guerre et dans le développement industriel. Ces schémas étaient basés sur des obligations d'État, des subventions et des prêts d'infrastructures qui généraient des commissions régulières et des profits tout en façonnant les paysages économiques et politiques européens. Le réseau de la famille leur permettait de déplacer du capital plus rapidement que les gouvernements, leur donnant une position unique dans la finance internationale des années 1820 aux années 1870. Ils ont financé les deux côtés dans des conflits pour garantir des profits indépendamment des résultats. Une stratégie qui a construit leur fortune, mais a également alimenté les récits de complots ultérieurs. Les Rothschild ont financé des gouvernements pendant la guerre de Crimée en souscrivant la dette de plusieurs puissances. Après la guerre franco-prussienne, ils ont placé d'importants prêts de libération pour la France, exerçant une influence qui a aidé à stabiliser le gouvernement français. Ces interventions ont été documentées dans les records historiques et ont démontré le rôle de la famille dans la formation de la politique européenne par des moyens économiques. Chapitre 13. Collection d'art, pillage nazi et restitution d'après-guerre. Les collections d'art des Rothschild étaient parmi les plus fines en Europe, reflétant leur goût raffiné, connu comme le goût Rothschild. Les palais à Vienne et à Paris abritaient des milliers d'œuvres qui ont ensuite été ciblées par les nazis. Leur patronage s'est étendu à la science, à l'horticulture et aux institutions publiques. Les efforts philanthropiques incluaient le soutien au soulagement de la famine en Irlande et en Écosse à travers la British Relief Association en 1847. Les contributions de la famille aux musées, universités et projets culturels ont laissé une marque durable sur l'héritage européen. Le pillage nazi de l'art Rothschild était extensif, avec des milliers de pièces confisquées et marquées avec des codes R. La restitution d'après-guerre a impliqué des négociations complexes, avec certaines œuvres retournées aux héritiers et d'autres restant dans des collections publiques ou faisant l'objet d'une compensation. L'échelle de la perte et les efforts de la famille pour récupérer leur héritage mettent en lumière l'impact humain et culturel de la guerre sur la dynastie. Chapitre 14. Résilience et adaptation de la famille à travers les siècles. Des restrictions du ghetto du XVIIIe siècle
Aux défis du XXe siècle et au paysage financier global du XXIe siècle, les Rothschild se sont adaptés grâce à l'unité familiale, à des instruments financiers innovants et à une diversification stratégique. Leur modèle de banque transnationale a influencé la finance moderne, tandis que leur philanthropie en Palestine a aidé à poser les bases d'Israël. L'histoire de la famille est celle d'une réussite documentée à travers une banque légitime, des prêts et des investissements, et non un complot. Ils ont survécu aux nationalisations, aux guerres et aux crises économiques, en reconstruisant et en adaptant leurs opérations. Aujourd'hui, leurs entités continuent d'opérer dans le conseil, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs, avec des actifs sous gestion significatifs. Chapitre 15. Conclusion. Le véritable bilan historique d'une dynastie bancaire. L'histoire de la famille Rothschild, telle que préservée dans les archives officielles et les records historiques, est celle d'une réussite remarquable. De la vente de pièces de Mayer Amschel à Francfort aux opérations globales de Rothschild & Co. et du Edmond de Rothschild Group aujourd'hui, avec des actifs sous gestion. Atteignant des centaines de milliards de francs suisses et d'euros, la famille a façonné la finance, la politique, l'industrie et la philanthropie. Leurs interventions étaient réelles et documentées. Financement des guerres et de la paix, construction d'infrastructures, soutien aux implantations et collecte d'art. Les mythes de contrôle secret du monde sont réfutés par les preuves. Les Rothschild restent l'une des plus grandes dynasties bancaires de l'histoire, définie par l'unité, l'innovation et la contribution au progrès. Leur héritage continue à travers des institutions bancaires, des fondations philanthropiques et des contributions culturelles qui ont influencé l'Europe et Israël pendant plus de 2 siècles. Ceci était une exploration détaillée et approfondie de la famille Rothschild sur la chaîne World's Undercurrents. Nous avons présenté la véritable histoire, documentée basée sur des archives et des faits historiques, sans mythes et sans exagération. Si cet épisode vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à découvrir les courants cachés de l'histoire du monde et de la finance globale. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans le prochain épisode sur World's Undercurrents.